Il est 23h47. Un enfant de 5 ans refuse d'aller se coucher. Ses parents sont exaspérés. Ils allument toutes les lumières. L'enfant pleure toujours. Ils placent 3 veilleuses. L'enfant hurle de terreur. Puis le père comprend quelque chose. Il s'assoit au bord du lit. Il dit simplement « Je suis là ». L'enfant s'endort instantanément. Cet enfant nous a livré une leçon magistrale. Il a dit quelque chose que les psychanalystes ont mis des décennies à comprendre. Quand quelqu'un parle, il fait clair. Ce n'est pas la lumière qui chasse la peur, c'est la présence de l'autre. Et si je vous disais que toute votre compréhension de la peur est fausse, dans cette vidéo, je vais vous emmener dans un voyage fascinant. Nous allons remonter jusqu'aux déesses grecques de la nuit. Ces déesses faisaient trembler les dieux eux-mêmes. Nous allons pénétrer dans votre cerveau pour voir exactement ce qui se passe quand vous avez peur. Je vais vous montrer comment un simple masque peut déclencher une angoisse primitive. Et surtout, je vais vous révéler pourquoi votre peur du noir n'a rien à voir avec l'obscurité. Restez avec moi. Ce que vous allez découvrir va complètement transformer votre relation à la peur. Avant le commencement, avant Zeus, avant le soleil lui-même, il y avait elle, Nyx, la déesse primordiale de la nuit. Elle n'est pas née dans le monde, elle existait avant le monde. Et même Zeus, le roi des dieux, la craignait. Nyx résidait dans un gouffre d'obscurité, au-delà même des enfers. L'Érèbe et sa famille. Un catalogue de cauchemars. Écoutez bien, Thanatos, la mort personnifiée. Hypnos, le sommeil éternel. Moros, dieu de la mort violente. Némésis, la vengeance implacable. Équer, qui hantait les champs de bataille, pour boire le sang des cadavres. Mais attendez, il y a un détail troublant. Parmi tous ces enfants de l'horreur, Nyx a donné naissance à une seule créature de lumière. Héméra, la déesse du jour. Chaque soir, Nyx quitte le gouffre, pour envelopper la terre de son voile noir. Et au seuil de l'Érèbe, elle croise sa propre fille qui revient. La nuit et le jour ne se rencontrent que pour un instant, à l'aube et au crépuscule. C'est pour ça que ces moments ont toujours fasciné et effrayé l'humanité. C'est l'instant où la mer sombre embrasse sa fille lumineuse. Grèce antique, forêt profonde, nuit tombante, un voyageur marche seul sur le sentier. Tout est calme, trop calme. Les oiseaux se sont tus, le vent s'est arrêté, et soudain, un hurlement, pas un cri d'animal, pas un cri humain, quelque chose d'autre. Un son si puissant, si inattendu, si contre nature, que le voyageur se met à courir. Il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas vers où. Il court en hurlant, possédé par une terreur absolue et irraisonnée. Il vient de rencontrer Pan. Le mot « panique » vient littéralement de son nom. Panika en grec, une terreur d'une intensité extrême. Mais voici ce qui est fascinant. Il existe 2 types de panique dans les mythes. La panique exogène. Vous dérangez Pan pendant sa sieste. Il vous punit, vous avez peur. C'est logique. Mais la panique endogène, celle-là est terrifiante. Elle surgit de nulle part. Sans raison, sans cause. Pan ne fait rien. Vous êtes seul dans la forêt. Et soudain votre corps se met à hurler, avant même que votre esprit comprenne. C'est ça la vraie panique. Cette panique endogène, l'humanité l'a vécue collectivement. Au Moyen-Âge, les grandes paniques. Des villages entiers fuyaient sans raison, face à la peste, à la famine, à la comète, pas parce qu'ils voyaient pas le danger, mais parce que la peur elle-même devenait contagieuse. Un cri, un regard terrorisé, et des milliers de personnes courèrent vers nulle part. La panique de Pam s'était transformée en panique de masse. Et le plus troublant, cette terreur existe toujours dans votre cerveau. Je vais vous faire vivre quelque chose de dérangeant. Regardez bien ces images. Première image, un humain normal. Vous êtes à l'aise. Deuxième image, un robot clairement artificiel. Toujours à l'aise. Mais maintenant, cette image. Un visage presque humain, mais quelque chose cloche. Les yeux sont trop écartés. Et le sourire est trop large. Les mouvements sont légèrement faux. Vous ressentez quelque chose, n'est-ce pas? Un malaise. Une gêne. Votre cerveau hurle « danger » sans que vous sachiez pourquoi. Bienvenue dans la vallée dérangeante, l'Uncanny Valley. En 1970, un roboticien japonais a découvert quelque chose de fascinant. Plus un robot ressemble à un humain, plus on l'apprécie.
Jusqu'à un certain point, à 95% de ressemblance, tout s'effondre. Notre empathie chute brutalement. Nous ne voyons plus un presque humain, mais un cadavre qui bouge, un malade, une menace. Notre cerveau primitif hurle « danger, maladie, mort !» et cette réaction est câblée dans notre amygdale depuis des millions d'années. Et maintenant, comprenez-vous pourquoi un simple masque blanc vous effraie ? Ce n'est pas le masque lui-même, c'est l'ambiguïté. Le masque cache les intentions. Il cache les émotions. Votre cerveau ne peut pas prédire, ne peut pas savoir. Est-ce un ami ? Un ennemi ? Est-ce qu'il sourit ou prépare une attaque ? Cette incapacité à savoir, c'est ce qui génère l'angoisse. L'angoisse, contrairement à la peur, n'a pas d'objet précis. Elle est le fond dont la peur n'est que le déguisement. Et l'obscurité ? L'obscurité est l'ambiguïté ultime. Voici une énigme qui a intrigué les psychologues pendant des décennies. Un enfant refuse catégoriquement d'aller se coucher le soir. Il pleure, il hurle, il supplie qu'on laisse la lumière. « J'ai peur du noir », dit-il. Mais le lendemain, ses parents l'emmènent au cinéma. La salle est plongée dans le noir absolu. L'enfant est ravi. Il mange son popcorn tranquillement. Alors, il a peur du noir ou pas ? La réponse va vous surprendre. Les chercheurs ont fait une expérience, simple mais brillante. Ils ont proposé à des enfants ayant peur du noir 2 solutions. Solution A, une veilleuse puissante qui éclaire toute la chambre. Solution B, porte entrouverte avec un ray de lumière minimal. Mais d'où proviennent les voix des parents ? Devinez ce que 80% des enfants ont choisi ? La porte, pas la lumière, la voix, car le véritable ennemi n'a jamais été le noir. C'est la solitude. L'enfant a peur d'être séparé de la personne aimée, Freud appelait ça le déplacement. Le psychisme infantile fait croire à l'enfant qu'il tremble devant l'obscurité, alors qu'en réalité, il tremble devant la séparation. C'est plus facile pour un enfant de dire « j'ai peur du noir » que de dire « j'ai peur que tu m'abandonnes ». Le noir devient le bouc émissaire. Et quand l'enfant grandit, sans résoudre cette angoisse de séparation, elle devient une phobie, la nyctophobie. 10% des adultes en souffrent. Leur vie est gouvernée par cette peur déplacée. Mais comment ça fonctionne dans le cerveau ? Laissez-moi vous raconter l'histoire de Simone. À 32 ans, elle a une peur irrationnelle des chiens. Un jour, elle doit accompagner son fils Benjamin chez son ami Sam. Problème, Sam a un chien. Simone invente une excuse. Benjamin est déçu. Le lendemain, invitation au parc. Elle sait qu'il y aura des chiens. Nouveau refus. Puis, c'est une fête d'anniversaire. Encore des chiens. Refus. Progressivement, Simone évite les parcs, les maisons d'amis, certaines rues. Sa vie se rétrécit. Et à chaque évitement, elle ressent un soulagement immédiat. Ouf, j'ai évité le danger. Mais ce soulagement est un piège mortel. Voici comment fonctionne le piège. Étape 1, Simone voit un chien. Son cœur s'emballe, ses mains tremblent. Étape 2, elle fuit. Immédiatement, les symptômes diminuent. Étape 3, son cerveau enregistre fuir, sa peur, sécurité. C'est un renforcement négatif. Le comportement qui supprime la douleur est renforcé. Étape 4, la prochaine fois, la peur sera encore plus forte, car elle n'a jamais appris que le danger est imaginaire. C'est un cercle vicieux, parfait. Plus elle évite, plus elle a peur. Plus elle a peur, plus elle évite. Et ce cercle est exactement le même pour la peur du noir. Des hauteurs, des espaces clos, des araignées. La solution est contre-intuitive. Il faut faire exactement l'inverse. Rester, s'exposer, affronter, c'est le principe de l'habituation. Si Simone reste en présence du chien sans fuir, quelque chose de magique se produit. Son anxiété monte, puis atteint un pic. Et après 10, 15, 20 minutes, elle redescend naturellement. Son cerveau réalise « Attends, je ne suis pas morte, le danger était imaginaire ». C'est comme un faux signal d'alarme qu'on apprend à ignorer. Mais attention, l'exposition doit suivre des règles très précises. Maintenant, imaginez que cette peur ne soit jamais traitée. Rencontrez Thomas, 28 ans. Tout a commencé par une crise d'angoisse nocturne. Son cœur battait si fort qu'il a cru faire une crise cardiaque. Aux urgences, on lui dit « c'est juste une attaque de panique ». Mais Thomas ne peut pas oublier. Chaque soir, il redoute que ça revienne. La peur d'avoir peur. Progressivement, il évite de sortir le soir. Puis il évite le travail certains jours. Puis il perd son emploi. La panique s'est transformée en agoraphobie. L'agoraphobie s'accompagne de dépression
Et un jour, Thomas ne sort plus du tout. Le trouble panique touche 2 à 3% de la population. Les critères sont précis. Attaque récurrente, inattendue, suivie d'au moins un mois de crainte persistante ou de changement de comportement. Les symptômes ? Palpitations, transpiration, tremblement, sensation d'étouffement, douleur thoracique, nausées, vertiges, frissons. Mais le pire, c'est les pensées. Je vais mourir, je deviens fou, je perds le contrôle. Et dans 50% des cas, le trouble panique mène à l'agoraphobie. L'agoraphobie, ce n'est pas la peur des espaces ouverts, c'est la peur des endroits d'où on ne peut pas s'échapper ou être secouru. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans 40% des cas, le trouble panique s'accompagne de dépression. Et cette combinaison est mortelle. Littéralement, le risque suicidaire est multiplié par 6, parce que l'anxiété vous dit danger partout, et la dépression vous dit aucun espoir. C'est une prison dont les murs se referment, et beaucoup se tournent vers l'alcool ou les drogues pour calmer l'anxiété. Mais ces substances aggravent la dépression. C'est un engrenage infernal. Alors, que se passe-t-il exactement dans le cerveau de Thomas ? « 2015, laboratoire de neurosciences. Des chercheurs étudient des vétérans souffrant de stress post-traumatique. Ils les placent dans un scanner IRM, leur font écouter des enregistrements. Explosions, cris, bruits de combat. Sur l'écran, une petite structure s'illumine en rouge vif. L'amygdale. Elle est 300% plus active que chez les personnes saines. C'est comme si cette zone de leur cerveau hurlait constamment « Danger, danger !» même des années après le traumatisme. Bienvenue dans le centre de contrôle de la peur. L'amygdale est une structure ancienne, héritée de nos ancêtres reptiliens. Elle reçoit des informations de tous vos sens. Vue, ouïe, odorat, toucher. Elle analyse en 12 millisecondes si c'est dangereux, plus rapide que votre conscience. Quand elle détecte une menace, elle déclenche la réponse fight or flight, combat ou fuite. Votre cœur accélère, vos pupilles se dilatent, votre sang afflue vers les muscles. Vous êtes prêt à fuir ou à combattre. Mais voici le problème. L'amygdale ne fait pas la différence entre un lion et une présentation PowerPoint. Heureusement, nous avons un système de freinage. Le cortex préfrontal. C'est la partie rationnelle, la partie humaine de votre cerveau. Quand tout va bien, le cortex préfrontal dit à l'amygdale « Calme-toi, c'est juste une présentation, tu ne vas pas mourir ». Mais dans l'anxiété chronique et la dépression, ce système est déréglé. Le cortex préfrontal est affaibli. L'amygdale hurle, sans contrôle. C'est comme conduire une voiture dont les freins ne fonctionnent plus. Et ça, on peut le mesurer. Expérience fascinante. On montre des images à des personnes anxieuses et des personnes saines. Les images apparaissent soit au centre de l'écran, soit en périphérie, sur les côtés. Les personnes saines sont meilleures pour détecter les images au centre. Normal. Mais les anxieux, ils sont aussi performants au centre qu'en périphérie. Leur cerveau scanne tout le champ visuel en même temps. Ils sont en hypervigilance constante. C'est épuisant. Imaginez vivre avec un radar qui ne s'éteint jamais. Et on peut le voir dans leur corps. Leurs pupilles se dilatent plus en réponse aux stimuli périphériques. C'est le système sympathique qui prépare le corps au danger. Leur peau devient plus conductrice, signe d'une transpiration microscopique. Leur cœur bat plus vite au repos. Même quand il n'y a aucun danger, leur corps est en mode survie. Mais le plus troublant, c'est la température de leur nez. Cette expansion du champ visuel surveillé n'est pas un super pouvoir. C'est une malédiction. Les anxieux ne voient pas mieux. Ils voient plus. Trop. Leur cerveau ne peut pas se reposer. Chaque ombre, chaque mouvement périphérique est une menace potentielle. Et maintenant, regardons l'opposé. Que se passe-t-il dans le cerveau dépressif ? Le cerveau reçoit trop d'informations. Surcharge cognitive, fatigue mentale extrême, ombre périphérique. Chaque ombre égale signal d'alarme. Cascade d'alertes visuelles. Personne anxieuse épuisée, impossible de se reposer, mais l'opposé est tout aussi terrible. La dépression. Si l'anxieux voit tout, le dépressif ne voit plus rien. Expérience identique. Images au centre et en périphérie. Les personnes dépressives sont excellentes pour détecter les images négatives au centre. Mais en périphérie, rien, comme si leur vision s'était rétrécie. C'est le tunnel vision de la dépression. Leur monde se réduit à un point central sombre, et ce point est presque toujours négatif. Mais ça va plus loin. On leur montre des images neutres. Une chaise,
une table, un mur. Les personnes saines disent neutre. Les dépressifs disent triste. Ils projettent leur état interne sur le monde. Et quand on leur montre des images vraiment négatives, ils les évaluent comme encore plus négatives qu'elles ne le sont. C'est la potentialisation négative. Leur cerveau amplifie systématiquement tout ce qui est déplaisant. Et voici le plus cruel. Quand une information périphérique est positive, leur cœur accélère. Pas de joie, d'évitement. Leur corps rejette activement le positif. C'est comme si leur système de survie avait décidé que l'espoir est dangereux. Mieux vaut ne rien attendre pour ne pas être déçu. Pendant ce temps, dans leur cerveau, le cortex préfrontal dorsolatéral est hypoactif, il ne régule plus les émotions. Et le cortex singulaire subgénual est en hyperactivité, maintenant l'état dépressif. C'est un déséquilibre neurobiologique mesurable. 2018. Des chercheurs découvrent quelque chose d'incroyable. En utilisant une caméra thermique infrarouge, ils peuvent détecter vos émotions sans vous toucher, sans vous parler. Ils pointent la caméra vers votre visage et observent la température de votre nez. Quand vous avez peur, la température de votre nez baisse de 0,25 degrés en quelques secondes. Pourquoi ? Vasoconstriction. Votre système sympathique détourne le sang de votre nez vers vos muscles. Vous ne le sentez pas, mais la caméra le voit. Les neuroscientifiques utilisent 3 mesures principales. 1. La variabilité de la fréquence cardiaque. Un cœur sain varie. Un cœur anxieux ou dépressif bat de façon rigide, monotone. C'est le retrait du système parasympathique. 2. La conductance cutanée. Plus vous transpirez microscopiquement, plus votre peau conduit l'électricité. Les anxieux ont une conductance élevée au repos. 3. La dilatation pupillaire. Vos pupilles ne mentent jamais. Elles se dilatent quand vous avez peur, même si vous souriez. Chaque émotion a sa signature physiologique unique. Peur, colère, tristesse, joie, votre corps les exprime différemment, et ces signatures sont universelles. Que vous soyez japonais, brésilien ou français, votre nez refroidit quand vous avez peur. C'est codé dans votre ADN depuis des millions d'années. Nous sommes tous gouvernés par les mêmes lois biologiques. Mais maintenant, la vraie question, peut-on changer ces lois ? Vous vous souvenez de Simone, celle qui évitait tous les chiens ? 6 mois plus tard, la voici dans un parc. Un Golden Retriever s'approche. Simone ne fuit pas. Son cœur s'accélère à 120 battements par minute. Elle respire profondément, reste immobile. 5 minutes passent, 10 minutes, 15 minutes, son pouls descend à 90, puis 80. Le chien s'éloigne. Simone sourit. Pour la première fois depuis des années, elle vient de briser le cercle vicieux. Comment ? Simone a suivi une thérapie cognitivo-comportementale, la TCC, le traitement le plus efficace prouvé scientifiquement pour les phobies. Le principe ? Exposition et habituation. Mais attention, ce n'est pas jeter quelqu'un dans le grand bain. C'est progressif, contrôlé, systématique. Règle 1. Graduel. On commence par une photo de chien, puis une vidéo, puis un petit chien derrière une vitre. Règle 2. Prolongé. On reste jusqu'à ce que l'anxiété diminue de 50%. Règle 3. Répéter. Encore et encore, jusqu'à ce que l'anxiété anticipée soit sous 40%. Règle 4. Sans distraction. Pas de téléphone, pas d'amis, pas de musique. Il faut ressentir pleinement la peur pour l'apprivoiser. Ce qui se passe est fascinant. Au début, l'amygdale hurle « Danger !» Mais après 20 minutes d'exposition, elle commence à se calmer. Le cortex préfrontal reprend le contrôle. Il envoie le message « Fausse alarme, pas de danger, extinction de la peur ». Et à chaque répétition, cette nouvelle connexion neuronale se renforce. Vous créez littéralement de nouveaux circuits dans votre cerveau. L'ancienne peur est toujours là, mais elle est inhibée par une nouvelle voie, la voie de la sécurité. C'est de la neuroplasticité en action. Conte ancien. Un père meurt et laisse 39 chameaux à ses 4 fils. Son testament dit « la moitié au premier, un quart au deuxième, un huitième au troisième, un dixième au quatrième ». Les fils calculent « impossible ». On ne peut pas diviser 39 par 2, ni par 4, ni par 8, ni par 10 proprement. Ils se disputent pendant des jours. Puis un sage arrive, il ajoute son propre chameau. Maintenant, il y en a 40. Premier fils, 20 chameaux. Deuxième, 10, troisième, 5, quatrième, 4. Total, 39. Le sage reprend son chameau et s'en va.
Le problème insoluble est résolu par un ajout extérieur qui change les termes de l'équation. C'est le principe de la thérapie stratégique brève de Giorgio Nardone. Le problème persiste parce que les tentatives de solution le maintiennent. Exemple, quelqu'un a des crises d'angoisse nocturne. Il essaie de contrôler sa respiration, son cœur. Plus il contrôle, plus il panique. C'est le syndrome du mille pattes. Si vous pensez à comment marcher, vous tombez. La solution paradoxale, prescrire le symptôme. Réglez votre réveil à 3h du matin. Levez-vous, asseyez-vous et angoissez volontairement pendant 30 minutes. Vraiment fort. Résultat, le patient n'arrive pas à angoisser, parce qu'on ne peut pas forcer une émotion involontaire. Le chameau du sage, c'est la prescription du symptôme. On ajoute un élément extérieur, l'angoisse volontaire, qui change complètement la dynamique. Le patient n'essaie de plus d'éviter ou de contrôler, il fait face activement, et en faisant face, il découvre que la peur n'a pas de pouvoir réel. C'est une illusion qu'il maintenait lui-même. Cette approche ne cherche pas le pourquoi de la peur. Mais le comment, elle persiste. Et en cassant le comment, le problème disparaît. Parfois en quelques semaines seulement. Mais parfois, la thérapie seule ne suffit pas. Les médicaments entrent en jeu. Les ISRS, les inhibiteurs sélectifs, de la recapture de la sérotonine, sont le traitement de fond. Ils augmentent la sérotonine dans le cerveau. Résultat, moins d'anxiété générale. Mais ils prennent 4 à 6 semaines pour agir. Pour les crises aiguës, on utilise les benzodiazépines. Elles agissent en 30 minutes, mais elles créent une dépendance, c'est un piège. Le patient se sent mieux immédiatement, mais au prix d'une addiction potentielle. Mais la science ne s'arrête pas là. Nouvelle frontière, la neurostimulation, la stimulation magnétique transcrânienne. On place une bobine magnétique contre votre crâne. Au-dessus du cortex préfrontal dorsolatéral, des impulsions magnétiques stimulent cette zone. Séance après séance, le cortex se réactive. Il reprend le contrôle sur l'amygdale. Les études montrent une amélioration de 50 à 60%. Dans la dépression résistante, c'est comme recharger une batterie neuronale épuisée. Et il y a plus. La stimulation du nerf vague, le biofeedback de la variabilité cardiaque, on entre dans l'ère de la médecine de précision pour le cerveau. La vérité, il n'y a pas une solution, il y a votre solution. Pour certains, ce sera la TCC, pour d'autres, la thérapie stratégique. Beaucoup auront besoin de médicaments temporairement. Certains bénéficieront de la neurostimulation. L'idéal est souvent une combinaison. Thérapie pour changer les pensées et comportements, médicaments pour stabiliser la chimie, neurostimulation pour réactiver les circuits, c'est l'approche biopsychosociale. Parce que vous n'êtes pas qu'un cerveau. Vous êtes un être complet, avec une histoire, un contexte, une singularité. Et maintenant, découvrons quelque chose de fascinant. Comment les rituels humains ont toujours accompagné ces transformations. Jérusalem, cérémonie traditionnelle de divorce. Un couple se tient devant le rabbin. Le mariage est terminé, ils le savent tous les deux. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut un acte. Le rabbin prend une lettre de divorce écrite à la main sur parchemin. Il la jette en l'air. Elle tourbillonne. Un témoin, désigné par la femme, doit l'attraper au vol. S'il l'attrape, le lien est rompu. Définitivement, irrévocablement. Sinon, le couple reste marié. Ce geste, aussi étrange qu'il paraisse, accomplit quelque chose que les mots seuls ne peuvent pas faire. Arnold van Gennep, anthropologue français, a étudié des milliers de rituels à travers le monde. Il a découvert que tous les rites de passage suivent la même structure. Phase 1, la séparation. On rompt avec l'ancien statut. Le divorce, les funérailles, l'enlèvement de la mariée. Phase 2, la marge. Une période entre deux mondes. Les fiançailles, le deuil, le noviciat. On n'est plus ce qu'on était, mais pas encore ce qu'on sera. Phase 3, l'agrégation. On intègre le nouveau statut. Le mariage, l'initiation, la fin du deuil. Et devinez quelle phase est la plus angoissante ? La phase 2, la marge. C'est l'incarnation parfaite de l'angoisse dont on a parlé. Vous n'avez plus votre ancien statut qui vous rassurait, mais vous n'avez pas encore le nouveau qui vous stabilisera. Vous êtes dans le vide. L'ambiguïté absolue. Le fiancé n'est plus célibataire, mais pas encore marié. La veuve n'est plus épouse, mais pas encore réintégrée. C'est pour ça que ces périodes sont entourées de tant de tabous.
et de règles strictes. L'humanité a compris depuis des millénaires que cette zone grise est dangereuse psychologiquement. Et la peur du noir, c'est exactement la même chose. Parlons du rituel le plus universel, les funérailles. Dans presque toutes les cultures, les funérailles se déroulent en 2 temps. Les funérailles provisoires, le corps est exposé, veillé, accompagné, c'est la phase de séparation. Puis, après un temps variable, les funérailles définitives. Les os sont nettoyés, déplacés, agrégés au monde des morts. Entre les deux, le deuil, une période de marge où les vivants sont suspendus entre 2 mondes. Ils ne sont plus avec le mort, mais pas encore complètement revenus à la vie normale. Et voici quelque chose de fascinant. La durée du deuil est proportionnelle à la proximité sociale. Un parent proche, 1 an de deuil, un cousin éloigné, quelques semaines. Pourquoi ? Parce que le deuil n'est pas juste une émotion, c'est une réorganisation sociale. Quand votre conjoint meurt, tout votre monde social s'effondre. Qui êtes-vous maintenant ? Plus épouse, pas encore veuve réintégrée. Vous êtes dans la marge. Et cette marge dure le temps nécessaire pour que la société vous trouve une nouvelle place. Et maintenant, la boucle se boucle. Pourquoi l'enfant a-t-il peur du noir ? Parce que le noir est une marge. Entre le jour et la nuit, entre la présence et l'absence, entre la sécurité et l'inconnu. L'enfant au coucher traverse un rite de passage non reconnu. Il se sépare du monde des parents éveillés. Il entre dans la marge du sommeil. Il devra se réveiller agrégé à un nouveau jour. Mais dans cette marge nocturne, il est seul. Et la solitude dans la marge, c'est l'angoisse à l'état pur. Les sociétés traditionnelles le savaient. C'est pour ça qu'elles encadraient chaque transition par des rituels. Nous avons oublié, mais la peur, elle, se souvient. Nous avons fait un voyage extraordinaire. De Nyx, la déesse primordiale de la nuit, aux neurones de votre amygdale. Du hurlement de Pan dans la forêt grecque, aux mesures de conductance cutanée dans un laboratoire moderne. De la nyctophobie de Simone au rituel du passage de la haie chez les Maasai. Et tout au long, nous avons découvert la même vérité. La peur n'est pas votre ennemi, elle est votre boussole. Elle vous dit où se trouvent les transitions importantes de votre vie. La peur vous dit « Attention, tu es dans une marge, entre 2 mondes. C'est normal d'avoir peur ici. » L'anxiété vous dit « Tu surveilles trop, rétrécis ton champ d'attention. » La dépression vous dit « Tu t'es enfermé dans un tunnel. » Élargis ton regard. Écoutez ces messages. Ne les combattez pas. Comprenez-les. La nyctophobie n'est pas un défaut de caractère. C'est une angoisse de séparation déplacée. L'attaque de panique n'est pas de la faiblesse, c'est votre amygdale qui crie trop fort. Et cette hyperactivité peut être apaisée, rééquilibrée, guérie. Si vous souffrez de peur pathologique, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Une personne sur 10 souffre de troubles anxieux. La science a des solutions. La TCC fonctionne. Les médicaments peuvent aider temporairement. La neurostimulation ouvre de nouvelles voies et peut-être recréer nos propres rituels de transition pourrait nous aider à traverser les marges avec moins d'angoisse. Créez vos propres rites, marquez vos passages, reconnaissez vos transformations. La peur a gouverné notre espèce pendant des millions d'années. Mais aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, nous comprenons son langage. Et comprendre, c'est déjà commencer à guérir.